Bon, il y a une question aussi bon, qui est souvent posée à beaucoup de gens, c'est est-ce que ce modèle de démocratie directe, est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il est exportable finalement? Est-ce qu'il est applicable sur peut-être d'autres pays, ou bien c'est essentiellement un modèle qui fonctionne sur le fédéralisme par exemple? Ça va bien ensemble, en tout cas, c'est une question d'échelle. Je pense. Est-ce qu'il est exportable? Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'exporter quoi que ce soit. C'est-à-dire que si je me permets de défendre ce modèle de manière parfois un peu chauvine, c'est parce que je suis suisse. C'est pas et que c'est le mien. C'est pas pour l'imposer. Et moi-même, j'ai par exemple une certaine admiration pour éventuellement certains hommes d'État étrangers, certains systèmes et tout, mais je ne chercherai pas à les importer non plus, tout simplement parce que tout ça est lié à notre terreau, à notre histoire, et j'aime bien cette phrase de Robespierre qui disait quand ses adversaires de droite voulaient mener la guerre dans toute l'Europe pour amener les droits de l'homme et les conquêtes de la Révolution, Robespierre, qui défendait ces conquêtes, disait oui, mais personne n'aime les missionnaires armés, quelle que soit la valeur de leurs idées. C'est nous, si un peuple veut la démocratie, ce que je leur souhaite par rapport à mon échelle de valeur, c'est à eux de l'obtenir et de la conquérir, et ce n'est pas à nous. Je suis vraiment anticolonialiste de manière radicale. À l'époque de Chavez, du Venezuela de Chavez, pour prendre un exemple, ça a été vraiment pendant longtemps un des chefs d'État vivants que j'ai le plus admiré, et je continue en étudiant son histoire, en voyant son œuvre, de voir que c'était quelqu'un de très intéressant. Mais si, dans une espèce de politique fiction improbable, le Venezuela avait voulu envahir la Suisse, eh bien, j'aurais été aux côtés de la Suisse libérale, de la Suisse chauvine et un peu étroite de l'UDC, contre les glorieuses armées du camarade Chavez, parce que non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, la démocratie suisse, quand on m'invite à l'étranger, comme ça m'arrive quelquefois pour en dire du bien, je le fais très volontiers, devant un public qui est bien disposé à cet égard, mais sans faire aucune, je dirais, violence rhétorique pour l'imposer. Je suis en contact, par exemple, depuis un an à peu près, avec des militants africains qui développent un projet qu'ils appellent la fédéralitude, qui veut s'inspirer du fédéralisme suisse. Je discute très volontiers avec eux parce que je trouve que c'est une curiosité qui me plaît, et il y a tout un bouillonnement politique en Afrique qui m'intéresse, mais c'est eux qui seront les maîtres de leur propre destin, comme nous l'avons été du nôtre. Donc ce débat philosophique dont Rousseau parlait déjà dans le contrat social, sur le rapport entre démocratie et échelle d'un pays, tout ça c'est très intéressant dans la science politique, mais dans la pratique politique, il faut faire attention, parce que même si on avait le meilleur modèle du monde, ce qui n'est de toute façon pas le cas, il resterait le nôtre, et on n'a aucun droit sur les affaires intérieures de nos voisins et de tous les étrangers du monde, quoi. Ouais. Alors justement, ça me fait rebondir sur un autre aspect assez spécifique à la Suisse, enfin aussi à d'autres pays, mais c'est la neutralité. Ah ouais, la notion de neutralité, qui parfois me paraît être à géométrie variable. Je pense par exemple à l'embargo décidé par les États-Unis et donc par extension par l'Union européenne contre la Russie. Ouais. Et la Suisse a emboîté le pas finalement d'une façon avec un suivisme un peu désespérant. Qu'est-ce que tu veux dire en disant qu'elle a emboîté le pas à cet embargo précisément? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à mon avis, il y aurait peut-être dû avoir un débat, parce qu'un débat, voire peut-être même un débat national là-dessus, je crois que ça a été fait un peu en douce, sous le tapis. D'ailleurs, je pense même que peu de gens sont au courant de ça. On en a très peu parlé dans les médias, finalement, ça a été assez caché. Et puis, c'est ressorti. Alors bon, évidemment, c'est les milieux libéraux économiques qui sont plein les premiers, parce qu'évidemment, ils y ont vu une perte au niveau d'échanges économiques avec la Russie. Cet embargo aurait pu être pour une fois je suis d'accord avec les libéraux, cet embargo aurait été une affaire en or pour la Suisse, voilà. Puisque ça concernait notamment de nombreux pays alimentaires. Mais les polémiques qui ont filtré dans la presse, parce que comme tu le dis, malheureusement, même dans une démocratie comme la Suisse, les grandes affaires internationales se passent par-dessus la tête du citoyen. Les éléments qui ont percé ont été un peu anecdotiques, mais quand même assez significatif. C'était, je crois, le meeting aérien de Payerne
de 2015 où l'aviation russe a été désinvitée au dernier moment. Pourquoi ? Pour ne pas fâcher l'Union européenne, alors que la Suisse devait être neutre. Et ensuite, elle a essayé de rattraper le coup. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est politique, mais c'était assez bien fait. Au Salon du Livre, l'année passée, la Russie était l'invité d'honneur. Il y avait plusieurs auteurs. Il y avait notamment M. Prilepine, le romancier lié au Parti national bolchevique de Limonov, qui a dit d'ailleurs que la Russie appréciait ce geste et qui considérait que ça pouvait être une manière de récupérer ce petit couac diplomatique lors du meeting aérien. Et je pense qu'effectivement c'était une grande erreur de la Suisse. La Suisse n'est pas assez neutre dans les faits. Elle devrait l'être, c'est un bon programme, elle ne l'est pas. Elle ne l'a pas été pendant la guerre froide. On l'a vu, on l'a vu dans la politique diplomatique de l'époque, mais on l'a vu même dans la politique migratoire. La manière dont les immigrés des pays de l'Est ont été accueillis à bras ouverts parce qu'ils fuyaient la répression soviétique, et la manière dont on a été beaucoup moins accueillant envers par exemple les Chiliens qui fuyaient le putsch de Pinochet. Ça paraît pas être directement de la politique diplomatique au sens strict, mais cette gestion à deux vitesses de la crise migratoire à l'époque a bien montré que la Suisse avait basculé dans le camp atlantiste, dans le camp de ce qu'on appelle l'Ouest, l'Amérique. Et ça, je pense que ça devrait nous servir de leçon. On ne devrait plus refaire ça sans porter aucun jugement de valeur. Et dans cette crise russo-ukrainienne qui ne nous regarde en rien, dans laquelle l'Union européenne a tort de s'engager, mais bon, ma foi, on n'a aucun pouvoir sur elle, nous ne touchons pas à ça. Je rappelle quand même que ça avait fait un petit peu la polémique parce que ça concernait la région neuchâteloise. Une jeune enseignante, une jeune immigrée russe qui vivait ici, mariée à un Suisse, s'est vue refuser un poste de travail dans une école, et le directeur lui a signifié clairement que pour lui c'était une manière politique de s'engager contre l'intervention de Poutine en Ukraine. Alors ça c'est une initiative personnelle d'un employeur, mais on a ce genre une cristallisation de petites choses comme ça qui font vraiment pas honneur à la neutralité suisse, malheureusement. Ouais. La gauche, cette gauche puritaine, cette gauche qui a une espèce d'indignation vertueuse contre toute une pensée, elle est en train un peu de scier la branche sur laquelle elle est assise. Ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais. Et ils sont les premières victimes de ça, de ce phénomène qui crée eux-mêmes. On a dit longtemps que le XXe siècle avait été, dans notre coin du monde, le siècle d'or de la gauche en ce qui concerne l'éclosion culturelle et intellectuelle. Je pense que c'est vrai de manière générale. La gauche a produit quand même beaucoup d'intelligence. Malheureusement pour elle, ce n'est plus le cas depuis quelques décennies. Hein. Je pense que Sartre, c'était même le début de la fin, parce que Sartre, c'était à la fois le meilleur en termes d'une certaine exigence intellectuelle et le pire en termes d'opportunisme, de mauvaise foi et de malhonnêteté. Et ensuite, après Sartre, on a les Benny Lévy, les BHL, on a le sionisme néoconservateur aux racines de gauche, on a tout ça, et surtout on n'a pas grand-chose de très intelligent, alors que les fondements qui sont restés les mêmes, les fondements de la gauche marxiste notamment, continuent d'attirer des gens, ce que j'appelle des gens bien, j'en connais beaucoup, susceptibles de produire des pensées intelligentes et des œuvres, mais ils se retrouvent dans un milieu tellement corseté que ou ils finissent par partir d'eux-mêmes en disant vraiment, ce qui était mon cas d'ailleurs, ou vraiment on est trop à l'étroit, hein, parce que ou alors ils n'ont pas ce réflexe salvateur et ils attendent de se faire excommunier, ce qui arrive aussi. Hein. Dès qu'un penseur de gauche commence à penser, tout d'un coup il n'est plus tellement de gauche pour ses camarades parce qu'il commence à penser en dehors des plates-bandes autorisées, donc il est accusé non pas forcément d'être de droite, même si ça vient vite, hein, c'est-à-dire déviationniste. Déviationniste on dit plus, c'est un peu ringard, mais on dit fasciste, puis surtout on dit, alors maintenant c'est un mot que j'ai appris sur les sites d'extrême gauche, on dit confusionniste. Joli néologisme qui fleure bon les procès staliniens. Confusionniste en fait, et moi c'est un terme qui me plaît et que je pourrais utiliser comme étendard. Confusionniste, c'est qui installe la confusion dans le vieux clivage gauche-droite. Et je pense que
que la confusion, c'est de garder des critères qui ne sont plus opérants, des critères qui sont obsolètes. Et moi, comme j'aime bien la clarté, j'ai une formation effectivement en philosophie, donc j'aime bien les idées claires et distinctes, comme on dit chez Descartes, alors je ne peux plus parler de gauche et de droite, par exemple, parce que c'est confus. Alors, et j'essaie de faire en sorte que mes idées soient le plus claires possible, tout en étant nuancées. Et ça, évidemment, pour des gens qui n'ont pas compris que la guerre froide était finie, qui n'ont pas compris quelles étaient les avancées du capitalisme mondialisé, et qui continuent de fonctionner avec des catégories anciennes, on appelle ça du confusionnisme. C'est les mêmes catégories, entre guillemets, polémiques que rouge-brun, qui ne signifient absolument rien, à part dans l'esprit des journalistes et des politiciens. Mais oui, je disais ça parce que ce qui m'a incité à rompre avec cette gauche-là, bien avant la remise en question des idées, que j'ai fini par remettre en cause aussi, mais bien avant de me dire qu'on avait tort sur plein de sujets, sur l'immigration, sur les questions sociétales, sur les questions de politique sexuelle, de je ne sais pas, de légalisation des drogues, enfin plein de choses. Avant de comprendre ça, ce qui m'a le plus dérangé, et j'ai mis un moment avant de l'assumer vraiment et d'en tirer les conséquences, c'est l'absence de débat démocratique, c'est le sectarisme, le dogmatisme, le fait qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être abordées. C'était pas une censure, c'était une auto-censure. On nous faisait comprendre par des petits sourires gênés, par des petits regards que « ah non, ça faut pas le dire parce que ça va toujours faire le jeu de l'autre, le jeu de l'ennemi, celui qui n'attend que notre faiblesse, une brèche pour s'introduire et nous récupérer, etc. etc. » Et à force de réfléchir comme ça, dans une logique de guérilla dévoyée, on finit par ne plus pouvoir rien dire. Et je pense que j'étais socialiste, je le suis toujours, je le suis sans doute plus qu'hier, mais dans une acception libre, libertaire peut-être dans un sens, mais c'est-à-dire on doit pouvoir discuter de tout, on ne doit pas avoir peur, parce que si on a peur, ça veut dire qu'en fait on est en situation de faiblesse argumentative, de faiblesse dialectique. Combien de fois je me suis fait tirer les oreilles par mes grands frères quand j'avais 18-20 ans, parce que j'allais discuter avec les gens qui étaient censés être nos ennemis, ou parce qu'ils étaient, je ne sais pas, d'extrême droite ou autre. Pourquoi j'allais discuter avec eux? J'allais discuter avec eux parce que j'étais sûr de moi, et en bon marxiste qui a bien étudié, ce qui n'était pas forcément le cas de tous, je pensais pouvoir leur répondre, donc je n'avais aucune raison d'avoir peur, parce que je pensais que c'était leur discours à eux, qui était quand même pas très bien construit, qui allait être démonté comme un château de cartes. Et le fait qu'eux aient tellement peur de ce type de confrontation aussi inoffensive que ça, des autres confrontations courtoises et intellectuelles, m'a amené à penser qu'ils faisaient preuve de beaucoup de mauvaise foi et qu'ils n'étaient pas très solides intellectuellement, et que cette carence argumentative amenait à l'intolérance. Et l'intolérance, oui, ça paraît bête parce que ça, on dirait un mot d'ordre de Yannick Noah, comme je vais le dire, mais l'intolérance, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. On a en face de nous des partisans de la diversité avec un grand D, c'est-à-dire ils aiment bien la diversité religieuse, ethnique, culturelle, mais il y a une diversité qu'ils n'aiment pas du tout, c'est la diversité des opinions, alors que ça me semble être la première. Je ne pense pas que ces diversitaires, ces gens tolérants, arrivent vraiment à tolérer des gens qui n'ont même pas fait l'effort de comprendre. Pourquoi ferait-il l'effort de comprendre par exemple ce qu'est l'islam, ou que ce sont toutes ces cultures qui viennent de loin, alors qu'ils ne font même pas l'effort de comprendre ce que leurs propres concitoyens pensent? La tolérance est la même des deux côtés, sauf qu'il y en a une qui est plus politiquement correcte que l'autre. Alors justement, là, ça me fait penser à quelque chose que tu as dit. Tu parles de dissidence et de philanthropie. C'est-à-dire qu'il me semble que tu es dans une ligne d'ouverture. Oui. Et tu as reproché souvent que, c'est clair, on attaque, une catégorie de gens attaque un système, légitimement d'ailleurs, mais souvent sans amener ni d'ouverture, ni d'idée de reconstruire quelque chose de nouveau. C'est une sorte je dirais, d'impasse misanthropique. Oui. Et justement, moi je te rejoins là-dessus. Je trouve qu'on devrait aller vers une ouverture et même aller discuter avec nos adversaires. Il y en a avec qui on ne peut pas parler, c'est clair. Parce qu'ils ne le veulent pas. Mais ils ne le veulent pas. Problème, hein. Mais voilà, ça je trouve c'est déplorable. Et justement aussi les gens, les populations, quoi qu'on les appelle, sûrement se sont, je pense, beaucoup sentis rejetés aussi par cette gauche, donc qui a un peu remplacé l'idée des classes populaires par des
des espèces de sous-groupes de substitution. Maintenant, on dit les jeunes, les femmes, les immigrés. Des groupes sociologiques voilà. Qui n'ont que l'existence que leur donnent ceux qui les théorisent, mais surtout qui évitent la classification marxiste classique des classes sociales, que moi je continue à défendre contre la gauche, puisqu'ils l'ont laissé tomber. Mais évidemment, parler des jeunes, c'est de la basse démagogie social-démocrate. Les jeunes ne constituent pas une classe sociale, les femmes encore moins. Les jeunes, on pourrait imaginer, on pourrait parler du précariat des étudiants, du déclassement. Pourquoi pas? Alors les femmes encore moins, bien sûr, surtout depuis l'entrée dans le monde du travail. Ce sont des catégories sociologiques, comme on pourrait le dire dans une étude sociologique, comme Bourdieu l'étudie par exemple, mais ce ne sont pas des catégories sociales au sens où on pourrait définir un discours politique là-dessus. Et quant à la catégorie des immigrés, qui est quand même un petit peu le peuple élu de substitution suite aux trahisons du prolétariat. En fait, en réalité, le prolétariat a été trahi et non l'inverse, mais disons la gauche bourgeoise s'est sentie très déçue en découvrant que ce qu'ils appelaient le prolétariat finalement était plus machiste qu'ils le pensaient, aimait bien le foot, le salon de l'auto, et puis votait pas forcément à gauche. Bon, ben voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais du coup, effectivement, d'ailleurs, les immigrés, quand on leur donne le droit de vote, ne votent pas forcément à gauche non plus. Ils poursuivent simplement le réflexe qu'ils avaient dans leur pays d'origine par rapport au paysage politique qui était le leur. Ce qui est normal, on l'a vu par exemple avec les gens venus de l'Europe de l'Est qui par exemple pouvaient reporter sur quelqu'un comme Christophe Blocher les voix qu'il portait sur un type comme Milosevic, ce qui est à mon avis une énorme bêtise, mais ça provient d'un réflexe qu'on peut comprendre quand même. Donc non, effectivement, c'est une erreur. Je pense, comme tu le dis, qu'on doit pouvoir discuter avec tout le monde. J'ai une politique d'ouverture, parce que ce défaut antidémocratique et intolérant d'extrême gauche, il n'existe pas que chez eux, il existe aussi chez des gens parfois proches de nous. Moi, dans les milieux nationaux, j'ai rencontré aussi ce genre de réflexe, malheureusement, et j'aurais dit, mais moi, je n'ai pas quitté les trotskistes pour retomber dans la même chose. Même si vos idées sont peut-être meilleures que les leurs, si vous faites preuve de la même fermeture, ça ne m'intéresse pas. Et le milieu dans lequel je gravite depuis quelques années, qui est celui autour d'Alain de Benoît, les revues Éléments, Crisis, ce qu'on appelle, disons de manière assez fausse, la nouvelle droite, parce qu'elle est nouvelle peut-être, mais de droite pas tant que ça. Une de ses caractéristiques, c'est l'ouverture intellectuelle, la curiosité, la culture du débat, vraiment, je dirais à l'ancienne, comme dans la Grèce antique, finalement, cette idée que tous les débats devraient pouvoir être portés sur la place publique, et une grande tolérance qui est en fait le prix de cette, de cette jubilation qu'on a en découvrant de nouvelles idées, en se remettant en question, en progressant. On a besoin de ce climat de liberté, en tout cas nous les gens qui faisons profession d'écrire, j'ose pas dire les écrivains, pour pouvoir progresser dans nos recherches. Parce que sinon, non, on n'écrit pas très bien dans un régime totalitaire, et on n'écrit pas très bien si on est lié à un parti ou à un mouvement idéologique qui nous apprend à ne pas penser en dehors des clous. Donc oui, ouvrons le débat le plus largement possible. J'ai tellement été à la fois victime et acteur du pire de ce qu'il y a dans les impasses doctrinales, que maintenant, par antidote, je dirais, je fais tout le contraire. Souvent, mes amis me trouvent trop tolérant, mais je pense que j'ai raison de l'être. Il faut pouvoir parler avec tout le monde. Oui, alors justement, actuellement, il y a des je dirais, on est dans une espèce d'ère des sécessions, surtout par rapport à l'Union européenne. Alors on voit des partis comme en France, c'est le FN, qui est le principal parti opposé à l'Union européenne. On a le FPO en Autriche, Syriza en Grèce, Podemos, Cinque Estrellas, etc. Cinque Estrellas, c'est quoi? 5 étoiles. Ah oui, voilà. Oui, pardon, je suis en espagnol. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Bon, on a ces mouvements qui finalement paraissent finalement qui viennent d'horizons assez différents. On pourrait même mettre souvent en opposition, je pense à Syriza et le FN, qui à prime abord n'ont rien à voir ensemble. À prime abord. Et puis, je dirais que l'ultralibéralisme triomphant a intérêt à diaboliser ces partis, mais finalement, justement, il y a des différences qui finalement, je trouve, les rapprochent beaucoup. Alors, on dit par exemple, on entend dire que le FN serait un parti de gauche, ce qui fait rire certains, mais enfin bon, il y a
et justement, moi tout ça me fait dire, enfin ça nous fait dire que finalement le clivage gauche-droite, je crois que c'est quelque chose de désuet, qui est terminé, qui est à mon avis obsolète, et qu'on a vraiment maintenant un clivage entre les tenants de la mondialisation et je dirais les souverainistes ou les patriotes ou les identitaires, enfin avec tous les noms avec lesquels on peut les appeler, même jusqu'aux royalistes parfois ou je ne sais quoi. Et ça dénote finalement qu'on a quelque part, on aurait tous une sorte d'adversaire commun. C'est vrai, c'est vrai. Moi, là, tu as tout dit, effectivement, c'est la reconfiguration des clivages politiques qui ne sont plus du tout réductibles au clivage gauche-droite qui lui a perdu tout son sens. Et effectivement, Syriza, historiquement, est né de l'extrême gauche, le Front National, historiquement, est né de l'extrême droite, ça c'est un fait. Le Front National est un vieux parti qui a aussi évolué à sa manière. Syriza, de manière très pragmatique et intelligente, a fait alliance avec des gens, des souverainistes qui n'étaient pas forcément classés à gauche, mais qui étaient bien plus fréquentables, à mon sens, que ceux qui s'étaient vendus à l'Europe sous couvert de dette. Tout ça est très, très intéressant. Après, on peut critiquer les uns et les autres en disant qu'un tel a baissé son pantalon et autres, ce qui est peut-être pas faux. Moi, j'ai plus de... Voilà, c'est vrai que j'ai plus de sympathie, par exemple, pour Beppe Grillo en Italie que pour le FPO en Autriche, parce que tout simplement ça correspond plus à ma sensibilité, et puis peut-être aussi parce que je me sens un petit peu plus latin que germanique. Ça fait beaucoup, hein. Je veux dire, c'est à la fois politique et géographique. Il n'empêche que le FPO aussi participe à ce mouvement-là, et entre deux mots, peut-être que je préférerais ces gens-là que ceux qui voudraient justement brader toutes nos richesses, tout notre patrimoine, toute notre culture, tous nos acquis au nom de l'Union européenne. Mais ça fait des années qu'on parle de ces quelques mouvements-là dans certains, enfin 2-3 ans, parce que certains sont très récents, mais ce qui nous a tous surpris en fait, et on s'y attendait pas forcément, c'est plutôt l'Angleterre, c'est plutôt le Brexit, non pas avec des nouvelles forces politiques, de nouveaux partis, avec des gens qui étaient là depuis longtemps, des conservateurs ternes, hein, parce que franchement... Le néolibéral Farage, c'est pas quelqu'un qui me fait fantasmer particulièrement. Le Trubillon de Johnson non plus. Mais bon, déjà, ils n'étaient pas les seuls. Hein, il y a tout un ensemble de forces politiques qui se sont coalisées. Mais le résultat est là. L'Angleterre a montré un exemple. Le Brexit, c'est à la fois une très bonne nouvelle pour eux et une très bonne nouvelle pour, je dirais pas pour nous, parce que nous on s'en fout, ça ne nous concerne pas, mais pour les Européens. Les peuples européens qui voient que c'est possible, qu'une grande nation comme l'Angleterre peut le faire si jamais elle joue le jeu de la démocratie directe. Ce que la France n'a pas fait, par exemple. Peut-être qu'elle le fera demain avec un autre président, même si malheureusement j'en doute un peu. Mais disons, elle l'a fait en 2005, le vote a été annulé en 2007. Voilà, Chirac a fait semblant de jouer le jeu, Sarkozy a clairement fait comprendre que non, le peuple, il ne fallait pas discuter avec, Hollande ferait sans doute pire encore. La France est en mauvaise posture. Mais l'exemple anglais... Et l'exemple suisse aussi, parce que la Suisse, on n'a pas mené ce combat, on s'est contenté de ne pas adhérer. Alors on nous a dit qu'on était en retard, qu'on allait louper le train de l'histoire, mais ce qu'on va voir dans quelques années, je pense, c'est que c'est exactement le contraire, ce qui est en train de passer. On ne s'étant pas engagé dans ce navire sur le point de naufrage, sur le point de, comment dire, au bord du naufrage, quoi, on a pris un coup d'avance. Je ne sais plus à l'issue de quel vote, peut-être que c'était le 9 février 2014, un député italien, je crois quelqu'un de la Lega Nord, au Parlement européen, pour célébrer ça, avait sorti un drapeau, non pas un drapeau italien, mais un drapeau suisse, de la part de nationalistes italiens, c'est rigolo. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que lui, en tant qu'élu européen, membre de l'opposition, parce qu'il y a un large front dans les pays européens, des gens qui sont, on pourrait dire c'est contradictoire, ils sont au Parlement, non, mais ils se font élire pour comment dire, par entrisme, pour pouvoir combattre la bête, la bête au cœur du mal, là où il est. Et pour ces gens-là, tout d'un coup, le drapeau suisse, ça signifiait quelque chose. Et je pense que ces derniers temps, le drapeau britannique, l'Union Jack, ça peut signifier quelque chose aussi. Et je m'en réjouis. Voilà. Même si, il faut quand même nuancer, je pense qu'il y a toute une frange des politiciens britanniques pro-Brexit qui n'étaient non pas des souverainistes sociaux, mais qui étaient des gens qui trouvaient que l'Europe n'était non pas trop libérale, mais pas assez, et qui voulait se rapprocher des États-Unis. Hein. Voilà.